Ben, j'étais restée pas mal méfiante depuis la fois où le voisin avait appelé la police, là. Puis 2 semaines plus tard, à peu près, en tout cas, je travaillais de jour, puis un après-midi, j'ai décidé de rentrer plus de bonne heure. J'avais comme le feeling qu'il se passait quelque chose, je sais pas, hein. En arrivant, j'ai vu Kevin, il était assis, bien tranquille, tu sais. Michel m'a dit que Marco était couché, puis qu'il dormait, puis que, bon, il avait pas mangé, puis tout ça, mais regarde, c'était pas normal, là. D'habitude, Marco, il était réveillé à cette heure-là. Ça fait que j'étais allée le voir. Il était comme tout mou. Il avait vomi. Là, j'étais allée voir Michel, j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Il m'a dit que, en tout cas, que le petit était tombé en bas de son lit, que ça se pouvait qu'il se soit cogné à la tête, là, Mégane. Je le croyais pas pantoute, là. Puis j'en voyais dans les yeux de Kevin, là, regarde, que c'était pas ça qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marco? Ben quoi, j'ai donné du Tempra, c'est pas correct? Hey, comment ça, du Tempra, maudit niaiseux? Tu vois bien qu'il est pas comme d'habitude! Ben, regarde, toi, tu vas aller te faire regarder chez Monsieur Maton, OK? Qu'est-ce que tu fais, là? À l'hôpital, ils m'ont demandé si le bébé avait déjà été secoué parce qu'il y avait des bleus ses bras, puis au thorax. Puis ça se pouvait comme pas là, qu'il se soit fait ça juste en tombant, là. Mais moi, là, je voulais juste savoir si mon bébé était correct. Puis là, ils m'ont dit qu'il était encore dans le coma, soins intensifs, puis qu'ils ne savaient ni quand, ni comment il allait s'en sortir, mais que ça se pouvait qu'il y ait des séquelles graves, là, tu sais. Quand je suis revenue chez nous, ben Michel, regarde, il avait l'air tout croche, là. Il savait qu'il avait fait quelque chose de pas correct, tu sais. Puis, qu'est-ce qu'on dit? Marco parle avec toi? Et là, je m'en vais chercher Kevin chez le voisin. Toi, tu ramasses tes affaires, puis quand j'en reviens, t'es plus ici. C'est-tu assez clair? Ben... Ben, j'étais allée chercher Kevin, puis il m'a tout raconté. Il m'a dit qu'il avait vu Michel brasser le bébé, puis le cogner contre la tête de lit, tu sais. Quand Michel a vu que Marco bougeait plus, il l'a amené dans le salon, puis il a donné des claques d'en face, comme pour le réveiller, mais le bébé se réveillait pas, tu sais. Michel, il a fait jurer à Kevin de rien dire, que sinon, il allait y casser les 2 bras, en tout cas. Si Marco est handicapé aujourd'hui, ben c'est la faute de son père, tu sais. Marco, il est resté plusieurs jours dans le coma, puis ça a pris plusieurs mois avant qu'il puisse revenir à la maison, tu sais. Ce sera plus jamais pareil, tu sais. Aujourd'hui, Marco, il est paralysé du côté gauche, il est presque aveugle, là, tu sais. Le docteur m'a dit qu'il aurait pu mourir, que ça arrive souvent dans les cas de bébés qui ont été secoués, tu sais. Kevin, mon plus vieux, lui aussi, il est resté marqué par ça, tu sais. Aujourd'hui, il essaye toujours de protéger son petit frère. En tout cas, tant qu'à moi, là, je vais y penser 2 fois avant de confier mes enfants à quelqu'un d'autre, tu sais. Le syndrome du bébé secoué, ça survient chez environ 22 à 29 cas par 100 000 enfants. Donc, c'est quand même moins de 1 de tous les enfants qui ont été secoués par les parents qui vont se présenter dans un hôpital avec le syndrome du bébé secoué. Alors, c'est pour dire que c'est vraiment ceux qui ont été secoués là, de façon plus violente. Le syndrome du bébé secoué est difficile à diagnostiquer parce que il s'agit d'un syndrome, donc d'une association de symptômes, de problèmes
qui se cumulent et aboutissent au diagnostic à ce moment-là. Puis chacun des éléments de symptômes peut être relié à d'autres diagnostics. Si on prend par exemple les vomissements, de multiples causes chez l'enfant peuvent les faire vomir. Et à ce moment-là, c'est difficile de faire la part des choses et c'est le cumul de différents indices qui nous amène à considérer le syndrome en tant que tel comme hypothèse diagnostique valable. Il y a des enfants qui survivent au syndrome du bébé secoué, avec des lourds handicaps. Il y a le après aussi. Moi, je l'ai vécu pendant 10 mois. Mais il y a des enfants qui survivent, puis c'est pas facile après aussi. Je vous dirais que, pour moi, le plus gros impact que ça a eu dans ma vie, c'est que plus jamais je vais être capable de dormir sur mes 2 oreilles. Alors, le syndrome du bébé secoué, c'est une série de lésions qui sont rencontrées chez des enfants qui ont été secoués violemment ou qui ont été secoués et projetés sur une surface. Alors, essentiellement, on rencontre des lésions à l'intérieur de la boîte crânienne, des hémorragies en particulier. On va rencontrer aussi des hémorragies rétiniennes. On va rencontrer aussi, à l'occasion, des fractures de côte, des fractures des os longs, des marques au niveau où l'enfant aurait pu être secoué. Alors, l'ensemble de ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Pour vous dire à quel point Mathieu, c'était un petit garçon qui était précoce, déjà, il avait commencé, la veille de l'accident, il avait commencé à ramper. Déjà, depuis quelques semaines, il se tournait du dos au ventre, du ventre au dos. Donc, il était assez avancé pour son âge. Au début, quand le syndrome du bébé secoué a été décrit dans les débuts des années 70, on pensait que des gestes aussi banals que de lancer un enfant dans les airs, par exemple, et le rattraper, pouvaient entraîner le syndrome du bébé secoué. Maintenant, on se rend bien compte que ce n'est pas dans des éléments de jeu que le syndrome survient. Il faut vraiment que les secousses aient été violentes pour que ça puisse entraîner des conséquences au niveau intracérébral. Alors, on partait avec M. Pousse-Pousse, M. Poussette. Mathieu, c'était un petit garçon qui adorait ça. Donc, on partait avec on faisait notre petite routine. On partait pour aller reconduire Anne-Sophie à la garderie. Puis comme ça faisait un contact avec la garderie. Mathieu voyait les autres enfants. La garderie, la gardienne voyait aussi Mathieu, son évolution, puis tout ça. Puis je trouvais ça important. Donc, on a commencé quelques heures ici et là, quelques avant-midi, 1 heure, puis ça se passait bien. On parle du syndrome du bébé secoué parce que dans la plupart des cas, ce sont des bébés qui sont victimes du syndrome. Mais en fait, on peut retrouver également des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont secoués également et qui présentent le syndrome. Tout est une question de force qui est exercée au moment là, des secousses. Donc, s'il y a un rapport de poids et de force qui est très important entre la victime et l'agresseur, on peut avoir le syndrome du bébé secoué à tout âge, finalement. Alors, prenons un bébé, par exemple, de 6 kilos qui serait secoué par un adulte de 70 kilos. Alors, comme image, on peut penser, par exemple, qu'un adulte qui se ferait secouer par un géant de 770 kilos, parce que le rapport de poids est de 11 à 1 dans ce cas-là. Ma garderie, c'est en milieu familial. C'était pas le premier bébé qu'elle gardait. Elle n'avait eu des jeunes, même qu'Anne-Sophie, ça faisait 2 ans et demi qu'elle allait à cette garderie-là. C'était même elle qui l'avait mis propre, là, pour vous dire. Là, on voyait bien l'évolution, puis ça se passait bien. Elle avait même déjà gardé une petite fille qui était handicapée. Puis ça se passait bien, il y avait un bon contact. C'était tout près de chez moi. Les jeunes bébés ont des grosses têtes pesantes et qui ont une faible musculature au niveau du cou. Alors, ce qui permet, quand l'enfant est secoué là, à la tête, là, de ballotter d'avant en arrière. Il y a aussi à l'intérieur de la tête des bébés le fait qu'ils aient davantage de liquide céphalo-rachidien, le fait que le cerveau soit plus mou parce qu'il est plus immature, il est moins myélinisé. Alors, c'est des éléments qui font en sorte là, que les bébés sont davantage sujets au syndrome. Alors, quand un enfant est secoué, il est pris habituellement soit par le thorax ou soit par les membres.
Et là, il est agité de façon tellement violente que sa tête va ballotter d'avant vers l'arrière, là, de façon répétitive. Et c'est ça, justement, qui entraîne les problèmes importants que l'on constate à l'intérieur de la tête chez ces enfants-là. C'est le fait que la tête, comme ça, soit ballottée d'avant à l'arrière. C'est qu'à l'intérieur de la tête, le cerveau, lui, se fait ballotter également. Et il y a un mouvement différentiel qui se produit entre le crâne et le cerveau, de telle sorte que les veines qui rattachent le cerveau à une grande veine médiane qu'on appelle le sinus longitudinal médian, là, qui lui est au niveau du crâne, ces veines-là se font déchirer, ce qui entraîne là, des hémorragies dans les espaces sous-duraux et dans les espaces sous-arachnoïdiens. Là, la réceptionniste, elle m'a appelée, puis elle m'a dit, là, Geneviève, elle dit, c'est la gardienne au téléphone, elle dit, ça a vraiment pas l'air d'aller. Là, j'ai répondu au téléphone, je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, elle me dit, là, il bouge plus, il fait plus rien, il respire plus, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai dit, là, t'appelles le 911, puis je m'en viens. Alors, les symptômes qui sont rencontrés chez un enfant qui a été secoué dépendent beaucoup de l'intensité, de la répétition aussi des secousses qui ont été faites. Alors, quand des enfants ont été secoués d'une façon, je dirais, un peu moins violente, il peut y avoir moins de conséquences et à ce moment-là, l'enfant peut se présenter avec des vomissements, avec de l'irritabilité, avec des troubles d'alimentation, de la léthargie ou de la somnolence. Si un enfant a été secoué d'une façon vraiment très importante, occasionnant des lésions majeures à l'intérieur du cerveau, là, on va retrouver des troubles respiratoires importants, comme de l'apnée, par exemple, ou des troubles neurologiques comme des convulsions, du coma et même un décès. Je suis arrivée sur les lieux de la garderie. Puis là, j'ai croisé un ambulancier qui m'a dit, « Bon, inquiétez-vous pas, madame, tout va bien, tout est sous contrôle, c'est rien de grave. » Mais là, quand j'ai vu Mathieu couché sur la planche dorsale, j'ai dit, « Vous trouvez que ça va bien, vous? » Mais non. Moi, je le connais, mon petit bonhomme qui gazouille, qui est de bonne humeur, puis ça va vraiment pas bien, là. Il était là, puis il lirait, il gémissait, là. Ça allait pas, là. Ça allait pas du tout, du tout. Ici, on a un petit bébé d'1 mois qui a été secoué. Alors, on voit qu'il y a des marques qui apparaissent là au niveau du thorax postérieur. C'est l'endroit où il a été saisi pour être secoué. Certains enfants sont non seulement secoués, mais ils sont secoués et projetés sur une surface, de telle sorte qu'ils peuvent avoir également des signes d'impact. On voit ici que l'enfant a une fracture du crâne, donc qui non seulement a été secoué, mais qui a été projeté sur une surface pour entraîner cette lésion-là. Ce genre de lésion-là peut entraîner évidemment des morts de neurones et les neurones qui meurent ne se régénèrent pas. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut occasionner à long terme là, des séquelles importantes au niveau du fonctionnement cérébral de cet enfant-là. Donc, pour nous, Mathieu s'était cogné la tête. J'avais l'habitude d'amener une grosse doudoune en étant mère poule. J'avais l'habitude d'amener une grosse douillette à la garderie pour qu'il puisse jouer par terre, tout ça. Donc, ce qu'on nous avait dit, c'est qu'il s'était tourné de ventre au dos, puis qu'il était débarqué de la couverte, puis qu'il s'était cogné la tête. C'est la version que j'étais pas là. Donc, c'est la version que je disais aux gens qui me posaient des questions. Le syndrome du bébé secoué peut se présenter de différentes façons. Le système le plus souvent atteint va être le système nerveux. À ce moment-là, un enfant peut se présenter avec de l'irritabilité, un enfant qui pleure, un enfant qui est somnolent, qu'on peut dire même léthargique. Il peut même avoir des convulsions, des pertes de conscience quand c'est un petit peu plus important. Donc, on a l'aspect neurologique qu'on appelle. L'aspect cutané également. Quelquefois, on a des marques reconnaissables au niveau de la peau. Le médecin, à ce moment-là, fait un examen physique complet et décèle ces signes-là au niveau de l'examen. Quand on est arrivé à l'hôpital, on a été demandé au poste de garde. On a vu un attroupement de gens. Puis, on a croisé le neurochirurgien qui avait opéré Mathieu. Puis, il dit, là, j'ai pas le temps, là. Il dit, il faut que j'aille sauver la vie de votre garçon.
wow, whoop-laï. Là, on était parti du « c'est pas grave, faites-vous-en pas » à « ça vient en danger ». Là, on ne comprenait plus rien. C'est difficile de porter un diagnostic d'enfant secoué parce qu'il faut y penser, étant donné que les symptômes sont souvent non spécifiques, particulièrement si un enfant n'a pas été secoué d'une façon tellement importante qu'il va avoir des troubles neurologiques majeurs d'emblée. Mathieu a été opéré au cerveau. Il y avait une hémorragie cérébrale, là, un caillou, un édème. L'édème faisait tellement de pression que quand ils ont enlevé le volet osseux, il a jailli, il a sorti. Puis ils ont été obligés de fermer en catastrophe. Puis à ce moment-là, bien, l'édème faisait tellement de pression qu'ils ont été obligés de... Ils ont pas... C'était impossible de refermer, là, de remettre le volet osseux. Donc Mathieu est resté sans volet osseux, je vous dirais, un bon 2 semaines, là, comme ça. Là, il est rentré aux soins intensifs. Alors, quand on regarde, par exemple, les enfants qui ont été hospitalisés pour le syndrome, le taux de mortalité est autour de 20 %. Et chez les survivants, il y en a 55 % qui ont des conséquences neurologiques sévères, comme une paralysie cérébrale, une cécité corticale, une épilepsie, un retard mental. Et même chez ceux qui ne semblent pas avoir de séquelles apparentes, au moment de l'école, par exemple, on peut noter beaucoup de problèmes d'apprentissage scolaire. Ça avait pris 1 semaine avant qu'on sache que c'était un cas du syndrome du bébé secoué. Moi puis mon conjoint, on savait très bien qu'on n'avait jamais secoué notre enfant. Que même la veille de l'accident, il avait commencé à ramper. On avait appelé la famille pour leur dire que le matin même, il gassouillait, il avait déjeuné, il était de bonne humeur, tout ça. Pour nous, 1 + 1 = 2, hein? On a comme réalisé que c'était la gardienne qui avait fait ça. Qu'est-ce que ça exige à un enquêteur lorsqu'il est confronté à un bébé qui a été secoué? C'est une rapidité d'intervention et également avec nos partenaires. Alors, il faut absolument intervenir rapidement et aller sur les lieux, aller à l'hôpital, rencontrer les personnes qui ont amené ce bébé-là, aller chercher les premières versions de ces personnes-là, rencontrer nos experts médicaux à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce que les tests disent également. Un peu plus tard, moi, j'ai décidé de poser quelques questions à Anne-Sophie. Puis, j'essayais de poser des questions non subjectives, là, puis j'ai demandé « Mathieu, as-tu pleuré beaucoup cette journée-là? » Puis là, ça a sorti. Elle a commencé à déblatérer, puis elle s'est assise sur le bout de son petit banc, puis elle a dit « Là, maman, là, elle dit, ça allait vraiment pas bien, là. Mathieu, il pleurait fort, fort, fort. » Puis là, j'ai entendu Sylvie dire « C'est assez, ça suffit. » Pour moi, c'est assez, ça suffit, c'est très clair. Pour qu'un adulte secoue un enfant, ça ne survient pas habituellement parce qu'il a décidé le matin qu'il secouerait son bébé dans la journée. C'est plutôt une perte de contrôle à un moment particulier où l'enfant a un comportement qui devient extrêmement frustrant pour la personne qui s'en occupe. Alors, ça peut être un enfant qui régurgite beaucoup, ça peut être un accident au moment de l'entraînement à la propreté, mais la plupart du temps, ce sont des pleurs chez les enfants, mais des pleurs qui sont importants et qui sont continus et pour lesquels l'adulte n'arrive pas à faire cesser ces pleurs-là. C'est sûr qu'on posait des questions, mais on n'avait pas toujours des réponses. Mais on nous disait que pour chaque enfant, c'est variable. Il pouvait prendre du mieux très rapidement, comme ça pouvait être très long. Mais au fond de moi, là, instinctivement, je savais que Mathieu ne serait plus jamais comme avant. Au niveau des statistiques, ce sont surtout des hommes qui secouent des enfants. Le père biologique, en premier, qui compte à peu près pour le tiers des cas. Ensuite, on a les conjoints de la mère. Ensuite, on a des gardiennes à domicile, des mères biologiques, où finalement,
aussi n'importe quelle personne qui a à s'occuper d'un enfant, parce qu'on peut dire qu'il n'y a personne qui est vraiment à l'abri du fait de secouer un enfant. Mathieu, il avait comme perdu contact avec la réalité. On lui parlait, il cherchait, mais sur 24 heures, là, il était peut-être présent 3 minutes. Au mieux de sa forme, il est resté assis 8 secondes. 8 secondes, c'était extraordinaire. Là, on était encouragés. On faisait même des projets d'avenir. On pensait qu'il pourrait peut-être sortir de l'hôpital. On avait commencé à chercher des maisons adaptées parce qu'on avait toujours en tête quand même qu'on reviendrait avec un petit bonhomme qui serait handicapé. Mais on était encouragés. Puis après ça, on est redescendu de notre nuage. Là. Les études épidémiologiques nous révèlent qu'il y a quand même des facteurs de risque qui sont rencontrés plus fréquemment là, dans les milieux où il y a des enfants secoués. Des parents qui sont jeunes, qui sont inexpérimentés, des parents qui consomment de l'alcool ou de la drogue, qui ont des problèmes au niveau de la violence conjugale, qui ont des problèmes financiers, des gens qui ont aussi des troubles psychiatriques ou des problèmes émotionnels, des gens qui vivent de façon isolée, qui manquent de soutien là, dans leur communauté. Ensuite, on a eu un drôle de cadeau de Saint-Valentin là, en février. Là, Mathieu a commencé à être gavé. Ça a été difficile. C'est comme, oh! Je me rendais compte que mon petit bonhomme, il n'allait plus jamais manger. Alors, les principaux facteurs de risque qu'on rencontre chez les enfants eux-mêmes, c'est le fait d'être né prématurément, le fait d'être jumeau, le fait de ne pas avoir été désiré, le fait d'être porteur d'un handicap, un bébé qui a beaucoup de coliques, par exemple, et on pourrait en citer d'autres. Alors là, le médecin nous a dit, écoutez, vous avez le choix. La décision que vous allez prendre, vous allez vivre avec toute votre vie. Puis il fallait penser à lui aussi, à sa qualité de vie. Il allait passer le reste de ses jours assis. Allais-tu passer le reste de ses jours assis à regarder le temps qui passe? Puis là, le médecin a dit, wow, 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 vous avez le choix. Vous pouvez décider d'arrêter ça là. La décision que vous allez prendre, vous allez vivre avec toute votre vie. Ça a été difficile. Mon conjoint et moi, on a décidé qu'il ne se ferait pas réopérer. Alors, les conséquences du syndrome du bébé secoué dans la famille sont énormes. Il y a d'abord le fait que si l'enfant est décédé, ils vont avoir évidemment à vivre le deuil de leur enfant dans des circonstances tragiques. S'il y a un des parents qui est le responsable, bien, il devient automatiquement un criminel. Alors ça, c'est une conséquence évidemment très importante. Si l'enfant survit et demeure avec des handicaps permanents, alors évidemment, on conçoit très bien là, tous les soins que va nécessiter cet enfant-là et le deuil que les parents auront à faire d'un enfant normal pour se retrouver avec un enfant handicapé pour le reste de ses jours. Alors, la grosse décision, ça a été de passer aux soins palliatifs. Mais on s'est dit aussi qu'on avait tout donné, ce qu'on avait à donner, qu'on avait fait le maximum pour Mathieu. Alors, il est décédé le 8 mai. Il avait 14 mois. Excusez. Le syndrome du bébé secoué peut être prévenu, et c'est ça qui est intéressant. Je pense que tous les parents devraient savoir, tous ceux qui s'occupent d'enfants devraient savoir qu'on ne doit jamais secouer un enfant pour quelque raison que ce soit. Les parents qui sont aux prises avec un enfant qui est particulièrement difficile doivent rechercher de l'aide. Ils ne doivent pas hésiter à demander à leurs proches de venir s'occuper du bébé de temps en temps, le temps qu'ils puissent aller recharger leur batterie. On sait par exemple que la cause principale du fait que les enfants sont secoués, ce sont les coliques, les enfants qui pleurent d'une façon intense et prolongée. Mais les coliques, là, ça dure 3 à 4 mois dans la vie là, de l'enfant. Donc, pendant cette période-là difficile, les parents doivent rechercher et obtenir du soutien de leurs proches.
le syndrome du bébé secoué, on peut le prévenir. C'est prévisible. C'est d'être à l'écoute aussi. Puis de le dire aussi aux intervenants, à tous ceux qui sont responsables dans les CPE, les gardiennes, tous ceux qui ont la charge d'un enfant, la responsabilité d'un enfant, que ça existe. Il ne faut pas faire l'autruche, ça existe, de s'informer, c'est quoi. Et surtout, de jamais, jamais secouer un enfant.